Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Adam Lam. Il est ingénieur en génie civil. Adam Lam est aussi vice-président du GAEPES, un groupement qui évolue dans le secteur de la pêche. Monsieur Lam est aussi associé et administrateur de l'armement de pêche Sopasen. Il est surtout le président de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Lam, bonjour et merci encore une fois d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, M. Gay, de cette invitation. Surtout qu'elle tombe à une période extrêmement intéressante de notre activité économique. Cela est d'autant plus à magnifier que nous avions tous besoin, en tout cas dans le patronat ou dans les patronats, d'être entendus compte tenu du contexte que nous vivons. Oui. Je commencerai par souhaiter un bon mois de Ramadan à nos compatriotes, solliciter le pardon de tout le monde, dire que je pardonne tout le monde et que la paix soit entre les Sénégalais et que la paix soit dans le monde. Je vous remercie. Merci encore une fois, excellent mois de Ramadan à toute la communauté musulmane. Vous l'avez dit, le prétexte, c'est le diagnostic d'un secteur, celui du privé national, justement à la veille de l'accession de l'indépendance du Sénégal à la souveraineté internationale. Monsieur Lam, 62 ans après, quel enseignement en tirez-vous, vous, en tant que secteur privé national? Mais un enseignement assez mitigé, il faut le dire. Je le dis parce que il est vrai que depuis l'indépendance, nous avons parcouru beaucoup de chemin avec des périodes de début d'indépendance, des périodes de conjoncture économique difficile avec des plans d'ajustement structurel, des périodes de changement de gouvernance, des périodes de crise du pétrole en 1973, des périodes de développement de l'entrepreneuriat national. Le pays a vécu avec des hauts et des bas. Oui. Mais quand même, nous avons toujours tenu, et nous en sommes là 62 ans après, à célébrer notre souveraineté avec beaucoup d'espoir, mais en ayant aussi la lucidité de regarder la vie avec beaucoup d'espoir, oui, mais sans aussi tomber dans ce qui nous a aussi fragilisés, c'est-à-dire un nombrilisme excessif. Donc le secteur privé a, quoi qu'on dise, essayer de se mouvoir dans un environnement difficile. Il ne faut pas oublier que nous sortons quand même de la colonisation, avec un tissu économique qui était aux mains des expatriés d'une manière générale, et notamment de la puissance coloniale. Et ce n'était pas évident aussi de vouloir s'insérer dès l'indépendance dans ce tissu-là. C'est pourquoi nous avions eu aussi un avantage comparatif qui n'était pas négligeable, parce qu'étant une ancienne capitale de l'AOF, il y avait un embryon d'économie structurée à partir de Dakar qui rayonnait dans la sous-région. Et nous avons profité de cela pendant les premières années avec quelques industries qui étaient là. Je me souviens de Bata, je me souviens de Lesieur, je me souviens d'autres unités industrielles qui étaient là et qui faisaient que le Sénégal avait quand même pu apprendre de manière tout à fait factuelle sur la base de ces industries qui étaient là. On a passé ensuite du fait que c'était un régime socialiste, à l'État entrepreneur. Cet État entrepreneur a montré ses limites très rapidement, parce que d'une part, les hommes n'étaient pas là, c'était plutôt des administrateurs de sociétés que des gestionnaires, et on en a payé un lourd tribut, à part quelques exceptions. À partir de quelle année? Mais c'était pratiquement vers les années
65-70 qu'il y a réellement. Parce que quand je regarde les archives, nous, au GAIPES, on a été créé en 1975 et c'était des capitaines d'industrie qui avaient pris l'initiative de faire cette organisation patronale. Donc c'est dire quand même qu'il y a beaucoup de crédit à donner à l'homme d'affaires sénégalais. Je pourrais continuer à citer le fait quand même que quand on regarde la structure socio-économique de l'époque, pré-coloniale, il y avait quand même, même dans la structuration sociale, les Européens, ensuite un embryon d'hommes d'affaires libanais et ce qu'on appelait les autochtones. Et progressivement, cette différenciation a continué à s'estomper et des hommes d'affaires aussi bien libanais que sénégalais sont nés pour pouvoir reprendre les uns le commerce, les autres l'industrie. Et oui, mais on a constaté finalement ce qui apparaissait comme moment faste pour le privé sénégalais ne l'est plus au fur et à mesure qu'évolue le temps, M. Lam. Mais c'est plus... je l'explique en partie par l'existence de notre syndicat qu'on appelle la CNES. Oui. Occasion pour rendre hommage à Mansour Kamara. Effectivement. Paix à son âme. Paix à son âme et que nos prières l'accompagnent. La CNES est née, M. Gueye, d'une scission du patronat sénégalais. Si mes recherches sont exactes, le fait déclencheur, c'était une décision gouvernementale de l'époque, vers les années 80, sur la base d'un crédit qui était sollicité par l'État du Sénégal à l'époque pour payer la dette intérieure. Oui. Et il s'en est suivi effectivement un crédit, donc une dette que l'État du Sénégal a pris, mais sûrement qu'il y avait des conditionnalités et les entreprises principalement payées étaient des entreprises françaises. Cela a été un peu un déclencheur pour que des nationaux se disent que ce sont quand même les impôts de tout le monde. Payer pour payer, il faut qu'il y ait une certaine dignité de traitement dans l'utilisation des deniers publics. Et l'une des solutions qui avait été retenue était de se séparer du CNP pour créer la CNES, qui était d'abord le CNES, c'est-à-dire le Conseil national des employeurs du Sénégal, et après, qui est devenu une confédération. Et c'est cela qui fait un peu l'explication de notre ADN, c'est-à-dire... Oui, et on vous a toujours attribué justement cette casquette d'opposant, finalement. Oui, parce que en réalité, il faut quand même faire une marche arrière avant. Oui, pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. Cette casquette d'opposant, elle est apparue pratiquement à la fin du régime des socialistes. Oui, de Diouf. Parce qu'il y avait une prédisposition, vraie ou fausse, je ne peux pas le dire, d'avoir étiqueté la CNES comme plus proche d'Abdou Diouf à l'époque, pour des raisons évidentes que je ne souhaite pas développer, et je n'en ai pas la preuve. Et ce qui fait que à l'arrivée de l'alternance avec Wade, la CNES a été un peu une organisation qui était au banc des accusés isolés. Et le fait aussi qui a accentué cette forme d'isolation, c'est que quand il a fallu appeler pour refonder le pays avec les assises nationales, voilà, la CNES a pris position ouvertement pour dire que notre credo, c'est de défendre l'intérêt des Sénégalais et tout ce qui va dans ce sens. D'autant plus que le sujet était agité. Absolument, absolument. Cela aussi n'a pas arrangé les choses, en plus de la personnalité du défunt, qui était quand même quelqu'un qui affirmait ses positions, qui les défendait et qui était un peu
l'ADN de ce qui avait été l'organisation. fait. Et je profite de l'occasion pour en tout cas remercier tous ceux qui ont contribué à la mise en place de la CNES, Mansour, j'en connais Chérif Mbouch et d'autres, Monsieur Dioum et d'autres, etc. Et c'est ce flambeau-là que nous essayons en tout cas de garder pour que la préférence nationale, l'entreprise nationale, l'unité du patronat sénégalais, l'équité dans le traitement des citoyens en termes d'entrepreneuriat soit respectée. Et c'est vrai qu'il y a certains discours qui passent toujours très mal. Et on ne comprend pas parce que dès que vous dites des choses qui sont vraies, ou même peut-être même pas vraies, mais c'est votre opinion, vous êtes étiqueté comme un opposant. Malheureusement, dans notre pays, tel est le cas. Et les portes se ferment progressivement. Mais en tout cas, cela n'entame en rien notre conviction, notre détermination d'être le plus objectif possible dans l'approche des problèmes économiques de notre pays et d'avoir l'humilité quand on se trompe de dire que nous nous sommes trompés. C'est l'occasion de rappeler à nos auditeurs que vous avez justement pris la tête de la CNES après la disparition de M. Camon, c'est cela? Absolument. Depuis 2021. 2021, en mars 2021, je viens juste de faire une année à la tête de la CNES. Et c'est bien aussi de nous parler de la CNES, de cette Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Faites-nous un tout petit peu la genèse. Nous avons, depuis qu'on est devenu confédération, c'est un assemblage de fédérations. Nous en avons actuellement 16. 16 fédérations. 16 fédérations. Les plus importantes, je pourrais peut-être les citer tous. Nous avons premièrement... les secteurs dans lesquels évoluent... Le secteur industriel. Nous avons les BTP, nous avons le commerce, nous avons l'enseignement privé, laïque, catholique et l'enseignement franco-arabe. Nous avons les médecins privés sénégalais, nous avons les pharmaciens privés sénégalais, nous avons les bureaux de contrôle, une partie des bureaux de contrôle. Nous avons une fédération qui s'occupe aussi du conseil. Nous avons une fédération qui s'occupe du matériel médical. Nous avons une fédération qui s'occupe de la boulangerie. Nous avons... voilà, donc c'est vous dire que la CNES est présente dans tous les secteurs d'activité. Et nous ne nous sommes pas limités à cela. Nous avons aussi une vocation d'encadrer les petites structures qui sont un peu dans l'informel. C'est pour ça que nous avons aussi des groupements associés, comme le mouvement des professionnels de l'automobile, qui est un partenaire. Nous avons tout récemment accueilli aussi les menuisiers bois de la Petite Côte, que nous essayons d'encadrer, parce que le but, si on veut parler de préférence nationale, c'est d'arriver à ce que les entreprises se formalisent et deviennent des tissus économiques, des sociétés économiques viables qui puissent permettre au pays d'atteindre quand même une certaine... Oui, dans un secteur où la majorité des employeurs sont dans l'informel aussi, M. Lam. Absolument. Quel est le lien avec l'informel? Mais écoutez, nous les encourageons à se formaliser. C'est pour ça que aussi bien les fédérations sont le socle naturel de réception de nos adhérents, mais tous les adhérents, même à titre individuel, qui veulent venir à la CNES, nous les acceptons et nous les orientons vers ces fédérations-là. La réalité, c'est que si on reste dans une logique d'atomicité de ces composantes en termes de membres, il nous sera très difficile de parler à tout le monde. Donc, une entreprise individuelle peut venir adhérer à la CNES comme une grosse société
et tout le monde est le bienvenu et nous nous organisons pour les canaliser et les mettre dans des secteurs où nous pouvons les encadrer et défendre les intérêts de ces différentes entreprises. Peut-on avoir une idée du poids économique de la CNES dans le PIB sénégalais? Dans le PIB, ce sera difficile, pour être honnête, de le revendiquer. Pourquoi? Parce que nous avons aussi d'autres centrales patronales et il arrive que des entreprises soient membres chez nous et en soient même temps membres que d'autres. Ah oui? Est-ce que vos textes le permettent? Oui, on ne peut pas l'exclure parce que c'est quand même l'origine de notre organisation qui fait qu'on a la possibilité d'avoir aussi le dos large et d'aider tous ceux qui veulent venir avec nous et poser leurs problèmes, s'associer pour un développement global. Je peux simplement vous donner quelques chiffres. Une idée, oui. Une idée. Oui. Vous prenez par exemple, moi, le secteur dans lequel j'évolue, qui est la pêche industrielle. Oui. Bon, nous avons quand même 29 sociétés, une vingtaine d'entreprises, et nous faisons la moitié de l'export en devises du secteur de la pêche. C'est-à-dire que nous faisons à peu près 120, 130 millions d'exportations rien que par le secteur industriel de nos 20 entreprises. Nous avons noté qu'au niveau de l'industrie, donc nous sommes une cinquantaine d'entreprises, toutes choses confondues. Nous avons quand même 1800 pharmacies, d'officines membres chez nous. Nous avons 1500 médecins, dont à peu près 500 généralistes et à peu 1300, donc 500 généralistes et presque près de 800 spécialistes. Nous avons les notaires qui sont membres chez nous et qui sont membres aussi dans d'autres confédérations. Oui. Nous avons l'enseignement, je veux dire, du préscolaire jusqu'à l'université. Et vous prenez l'enseignement, nous avons à peu près dans nos membres 700 000 dans le préscolaire jusqu'au secondaire. Oui. Et nous avons 40 000 étudiants. La liste n'est pas exhaustive. Absolument. Mais alors dites-nous, M. Lam, avec tout ce poids, est-ce que vous êtes traité à la hauteur de ce que vous représentez en termes de poids économique? Mais non, pas du tout. Et c'est ce que nous revendiquons. On le fait d'une manière tout à fait... Vous êtes resté comme ça, sans pour autant... Mais voilà. le pays a fonctionné d'une manière un peu particulière ces dernières années. L'un de mes combats, justement, c'est de montrer par une voie tout à fait compréhensible le poids que nous représentons. Et je vous remercie justement de nous donner l'occasion de le faire. Nous ressentons un déséquilibre très profond et qui ne reflète pas notre poids dans l'économie nationale. Oui, mais ce serait, en tout cas, pour laisser ce débat sur la place publique, ce serait bien que les autres dégagent leur représentativité en termes de poids économique, pour que nul n'en ignore, qu'on sache qui est qui et qui représente quoi dans ce pays. Absolument. Oui. Alors, l'une de nos faiblesses, c'est que, naturellement, et vous pouvez le constater, le Sénégalais ne veut pas communiquer ses chiffres. Nous sommes dans une dynamique de confidentialité qui ne se justifie pas. Dès que vous demandez à quelqu'un de vous donner ses chiffres au niveau de son chiffre d'affaires global, au niveau de sa valeur ajoutée, du nombre de personnes qu'il emploie, sa masse salariale, nous, dans notre syndicat, ça ne pose pas de problème. C'est un critère de transparence également. C'est des critères de transparence. Oui. Et c'est cela que nous essayons de faire voir. Mais en aucune façon, cela ne justifie pas cette forme d'ostracisme que nous vivons. Oui. Et même dans des secteurs extrêmement importants. Je vous dis que 700 000 élèves du préscolaire au secondaire, 40 000, 3 500 étudiants, 3 500 établissements, dont du privé catholique, du franco-arabe, du laïque, et depuis presque 2 ans, cette fédération qui est la plus importante parmi nous n'arrive pas à rencontrer le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale. Mais pourquoi? Mais parce que, évidemment, moi je ne peux pas vous donner la raison, mais c'est cela que nous essayons de faire passer
pour dire qu'il y a des choses importantes à corriger dans ce pays. C'est inadmissible. C'est devenu impossible. Impossible. Oui, mais comment le comprendre? Si tant est qu'un gouvernement travaille pour qui? Oui, pour le peuple pour lequel il est investi ou bien... Mais effectivement, donc, nous essayons d'expliquer. D'abord, il y a une faiblesse globale sur laquelle je voudrais revenir. Oui, c'est quoi? C'est que nous avons perdu, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, CNES, nos rapports avec l'administration, une bonne partie des départements ministériels ne répondent pas au courrier basique. C'est-à-dire le seul fait de dire j'accuse réception de votre lettre et que mes services vous reviendront. Même un simple accusé administratif. Voilà. Oui. Alors, imaginez le citoyen lambda ou la fédération X qui veut solliciter justement un département ministériel. Pas tous, il faut le reconnaître. Certains sont assez diligents. À répondre. Mais qu'est-ce qui vous a empêché de saisir le médiateur de la République? C'est ce que j'ai fait récemment sur d'autres questions, sur la pêche. C'est parti. Sur le Mali, ça va partir demain. Parce que le M. Ndir en question pose des actes. Absolument. Pour se rapprocher de plus en plus des Sénégalais, oui. C'est la réalité. La semaine passée aussi, j'ai souligné cela à M. le médiateur de la République pour dire qu'il faudrait, de mon point de vue, qu'on revienne à plus de respect de la citoyenneté. Parce que c'est simplement un jeu de respect de la citoyenneté. Et je lui ai cité l'exemple de dire que moi, j'ai déjà travaillé dans l'administration, mais du temps de M. le Président Diouf, il y avait à une période, au niveau de chaque département ministériel, un jour de réception dédié aux citoyens. Oui, c'est important. Vous pouvez attendre 2 mois, mais vous êtes sûr que vous allez être reçu parce qu'il y a un jour où on vous inscrit. Ça peut être simplement votre problème, je ne peux pas le régler. Votre problème n'est pas de mon département. Le plus important, c'est de répondre positivement ou négativement. Absolument. Donc, et c'est ce qu'on demande. Nous, on ne dit pas qu'il faut absolument qu'on nous trouve des solutions aux problèmes. Mais la République voudrait quand même que l'on respecte les institutions créé et reconnu par la loi et nous en faisons partie. J'espère que vous serez entendu pour que ce genre de situation trouve réponse certainement auprès de nos autorités si elles nous écoutent, qu'elles nous entendent. Alors, Monsieur Lam, est-ce que vous êtes en phase avec le fisc? C'est aussi une de vos responsabilités. Oui, en tout cas, je commencerai par ma propre entreprise. Oui. Et puis l'organisation à laquelle vous êtes à la tête. En tout cas, moi-même et les entreprises dans lesquelles je suis associé ou actionnaire, nous n'avons pas un exercice fiscal qui n'a pas été contrôlé. Voilà. Donc mais est-ce que vous êtes à jour? On est à jour. Moi, je n'ai pas de dette fiscale personnellement. Je n'ai pas de dette sociale. Je n'ai pas de contentieux. Je n'ai pas de retard en quoi que ce soit. Est-ce que c'est devenu une culture au sein de votre organisation? C'est ce qu'on essaie de vendre et tous nos membres sont sensibilisés sur ce qu'on appelle l'entreprise citoyenne. Il faut que nous acceptions quand même que l'État, d'une manière générale, ne peut fonctionner que sur la base de nos impôts. Ça, c'est la base. Maintenant, une fois que ces impôts collectés, il y a une forme additionnelle de développement du pays par de l'emprunt, par des dons, par d'autres services de coopération. Mais l'impôt est la base de la constitution d'un État régalien citoyen. De citoyens. L'autre élément, c'est, nous avons constaté aussi que les entreprises formelles, et c'est celle-là, nous, que nous encadrons, elles constituent une partie très infime. Les dernières statistiques disent quand même que nous avons à peu près 500 000 entreprises. Et sur ces 500 000, il n'y a que 25 000 de formels. Donc, ça veut dire que nous ne sommes que 10%, et les 90% évoluent dans l'informel. Donc, ça pose un problème extrêmement important et de formalisme. Et il est heureux de constater que le fisc, d'une manière générale, essaie, par le projet Yatal, d'inciter les gens à se formaliser et à être des citoyens
qui acceptent l'impôt comme une contrepartie naturelle de ce dont nous bénéficions. Les routes, les hôpitaux, les forces armées, bref, un État d'une manière générale. Oui. Alors, Monsieur Lam, une autre question, parce qu'on a parlé du privé au départ avec la genèse. Pourquoi la CNES a été créée, dans quel contexte? Vous nous avez expliqué les contraintes, mais aujourd'hui, en parlant justement d'actualité, avec le Covid, il y a quand même des crises exogènes. Je vous parlais du Covid-19. Avez-vous évalué justement les contraintes auxquelles sont confrontées vos différentes entreprises en lien avec le Covid? Est-ce que, selon vous, le Covid est terminé? Du tout, du tout. Voilà. On évalue à mi-parcours. Voilà. Oui. Donc c'est cela la grosse difficulté que nous avons et que nous rencontrons. Parce que pour certains, la crise est là. Oui. Mais, monsieur, je voudrais d'ailleurs qu'on retourne un peu plus en arrière pour dire que les entreprises en difficulté l'ont été bien avant la crise. Et c'est cela qui fait que la crise est venue accentuer une bonne partie de notre tissu économique global. Oui. Et nous avons effectivement, en relation avec le Haut Conseil du dialogue, fait en 2020 un séminaire sur ce sujet. Mais à la date actuelle, il faudrait que l'on évalue en relation avec l'État qu'est-ce que le Covid a fait sur le tissu économique global. Ce n'est pas l'affaire de la CNES uniquement. En termes d'évaluation, de bilan à tirer. Absolument. Il faut tirer un bilan. Ce n'est pas encore le cas. Non, mais vous devez le faire, non? Mais à votre niveau? On le fait à notre niveau. On collecte. Mais vous imaginez que ce n'est pas évident de collecter des informations sur 1300 médecins, 6000... Mais c'est aussi votre responsabilité. C'est la vérité. Nous ne la fuyons pas. Nous essayons de collecter le maximum d'informations. Mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'éducation à faire dans les secteurs pour que nos compatriotes puissent accepter de partager les informations. Et cela aussi est un peu notre talon d'Achille. Parce que nous ne pouvons pas aller vers l'autorité avec des chiffres tangibles pour dire, mais monsieur, voilà ce que nous pesons réellement dans l'échiquier économique du pays et que vous devez nous écouter, vous devez essayer de travailler avec nous. Certains le font, et principalement les services techniques, où on a une écoute bienveillante, mais c'est au niveau de la hiérarchie. Et c'est dommage parce que certains, quand vous les rencontrez, c'est des personnes très agréables, mais on voit qu'on leur colle une étiquette de personnes arrogantes, de personnes trucs. Mais tout ça provient simplement du fait de cette absence de respect des règles administratives et de rapport entre le citoyen, le contribuable et son administration. Alors oui, de ce point de vue, le fonds Covid-19 a été justement lancé pour aider justement les entreprises en difficulté. En tout cas, moi j'ai interrogé une bonne partie de nous, on a fait des circulaires pour demander à ce que les gens nous disent. Dans la confédération de la CNES, très peu en ont bénéficié. Il y a quelque chose qui a été généralisé, par contre, c'est garder par devers les entreprises la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. Ça, c'est quelque chose qui a été fait. Mais globalement, quand vous regardez d'ailleurs la répartition qui a été faite de cette force, de ce fonds Covid-19, vous voyez qu'il y a pratiquement près de 300 millions qui ont été utilisés pour éponger la dette intérieure. Évidemment, cela, les entreprises, comme toutes les autres entreprises, en ont bénéficié. Il y a quand même une suspension de TVA sur 12-24 mois. Mais je veux dire, décaisser de l'argent en tant que tel n'a pas été le cas. Il y a aussi beaucoup parmi nous qui ont eu des difficultés avec le système bancaire. Ça se comprend parce que les banques aussi sont comme nous, c'est des entreprises qui doivent, en plus de leur rentabilité, gérer l'argent des autres qu'on leur confie et respecter un certain nombre de règles de prudence imposées par la Banque centrale par rapport à la loi bancaire d'une manière générale et la sécurité de notre espace économique. Donc vous avez été très secoué. Très, très secoué. Ça, c'est le cas de le dire.
honnêtement, les entreprises ont été vraiment secouées par la crise Covid et surtout au niveau, pour certains, du financement du besoin de fonds de roulement. Et quand on parle de cela, ça suppose que quand même les investissements ont été vraiment bien ralentis par cette difficulté-là. Oui, en parlant de choc exogène, on a parlé de Covid-19, mais également il y a justement l'embargo du Mali, l'embargo de la frontière entre le Sénégal et le Mali et les pays voisins. Alors finalement, quelle appréciation faites-vous de cette décision de la CEDEAO? Assez difficile pour vous autres employeurs? Ok. Je ne rentrerai pas dans la considération géopolitique, oui, pour des raisons que vous comprenez certainement. Mais cette décision-là, pour nous, elle est difficilement compréhensible et acceptable. D'abord, nos entreprises ont été dimensionnées dans un espace économique déterminé et ouvert, qui constitue l'UEMOA et la CEDEAO. Nous avons d'abord vu que les sanctions sur le Mali ont été des sanctions brutales. Ok. Vous n'étiez pas préparé. Mais c'est du jour au lendemain que l'on arrête tout. Ça ne se fait pas en économie. Une machine économique ne fonctionne pas comme ça. Il fallait au moins donner un certain temps pour que les stocks flottants puissent être réglés, pour que ceux qui ont des transactions à boucler puissent le faire. C'est cela qui a rendu la situation difficile. Et tout le monde a été pris au dépourvu. Et ce qu'il faut dire, c'est que notre intégration économique avec le Mali, elle est très forte. Oui. Parce qu'elle date je veux dire, moi je me sens malien. Ouais. J'ai été malien parce que je suis né avant la Confédération du Mali. Clair, oui. Donc j'ai eu, effectivement, je peux me réclamer d'être malien et sénégalais. Donc cette crise, on la vit très mal. Oui, affecte très mal. Très mal l'économie. Oui. On n'a pas été préparé à cela. Je ne suis pas sûr aussi que les règles de prudence en matière de respect du droit aient été préservées. Je ne comprends pas non plus que des décisions globales de la CEDEAO aient été prises antérieurement sur plusieurs sujets qui n'ont jamais débuté sur des sanctions. Pourquoi maintenant des sanctions à caractère économique surtout? La CEDEAO et l'UEMOA, le fondement, c'est l'intégration économique. Donc, taper de cette manière sur des économies pose des problèmes. Et nous l'avons souligné à qui de droit pour dire qu'il faudrait que l'on trouve rapidement les moyens de sortir de cette crise qui, de mon point de vue, n'a pas sa raison de perdurer comme c'est le cas. Avez-vous, à l'interne, justement trouver d'autres manières de contourner ce qui vous permettrait de travailler avec les autres pays de la sous-région? Mais on ne peut pas le faire parce que, vous savez, les chaînes logistiques aussi obéissent à des règles de coût et de compétitivité. Ce qui se passe réellement, et c'est pour ça qu'on attire l'attention sur cela, c'est que nous sommes en train de perdre des positions économiques fortes. Stratégiques. Et de manière irréversible, de mon point de vue. Des positions stratégiques sur le plan économique, oui. Voilà. Et c'est pour ça que nous pensons que notre État devrait plaider pour l'exception sénégalaise. D'autant plus que le Mali n'a pas de port. Ça aussi, c'est une règle fondamentale. On ne peut pas bloquer un pays de l'Interland qui n'a pas d'accès à la mer. Donc cela pose des problèmes. Nos entreprises ont eu des stocks commandés pour le Mali qui sont arrivés là, qui ne rentrent pas dans les produits de première nécessité. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est le cas? C'est le cas. Il faut payer le fournisseur. Il y a tous les stocks ont ce qu'on appelle en finance un coût de possession du stock. Donc, ça dure depuis le mois de janvier. Ça fait 4 mois.
vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui peut supporter... Est-ce que vous vous êtes rapproché, oui, du chef de l'État ou voilà, On ses l'a autres saisi. collègues de la CEDEAO? On a saisi Monsieur le Président de la République au niveau de la CNES, qui a eu aussi une réactivité assez rapide pour nous retourner. Mais la situation, elle est là parce que ce qu'on nous dit, sans dévoiler un peu le contenu des trucs, c'est qu'en fait, tout a été pris en compte dans cette décision-là et qu'il fait de son mieux pour que les choses s'arrangent. On s'en limite là, mais de toute façon, la situation est telle qu'on ne peut pas, après écoute des différentes parties qui sont concernées, ne rien faire. Je pense qu'au plan interne, nous avons besoin de mesures indépendamment de nos rapports avec le Mali, mais d'une analyse approfondie de nos difficultés de cette situation au plan interne et voir quelles sont nos capacités de réaction pour pouvoir juguler ce qui peut l'être dans cette crise-là. Mais on ne peut pas rester dans ce statu quo. Oui, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup en termes d'impact. Absolument. C'est intenable. Quand nous avons eu une réunion avec la Fédération Industrie, les personnes n'en peuvent plus. Et c'est important puisque les recettes de l'État proviennent des commerçants et des industriels. Quand nous disons que nous n'en pouvons plus, c'est que l'État devrait nous écouter beaucoup plus et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Toutes les solutions ne sont pas des solutions financières. Il faut aussi qu'on comprenne cela. Les gens ne viennent pas demander à un État... dans le contexte actuel, et tout le monde comprend les difficultés de notre État. L'État ne peut plus aller au-delà de certaines limites. Il ne faut pas être, je veux dire, pour ou contre, c'est une réalité. On ne peut pas vivre avec cette situation-là de conjonction d'éléments négatifs de crise et ne pas trouver au plan interne les ressources pour rebondir. Oui, c'est le cas actuellement. Justement, intérêt pour diagnostiquer notre tissu industriel. D'abord, avant justement d'établir le diagnostic sur la chaîne de valeur, parlons, M. Lam, de la commande publique. Ça aussi, c'est une grosse problématique, une grosse revendication des employeurs. C'est aussi, vous savez, quand vous regardez la politique du gouvernement qui s'appuie sur le plan Sénégal émergent. Oui, le PSE. On vous dit fondamentalement, pour me résumer, que l'une des bases, c'est une transformation structurelle de notre économie. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire, selon vous? Ça veut dire que, d'abord, il faut qu'on se rende compte qu'il y ait des changements de paradigme au niveau de ces modèles-là. Dire que l'entreprise nationale est le pivot de la nouvelle politique. Alors, comment comprendre que sur cette base, qui est déclinée en axe 1, axe 2, axe 3, comment comprendre qu'on puisse prendre des commandes publiques aussi importantes et les donner à des entreprises étrangères? Moi, je ne peux pas rester dans cette logique-là. D'autant plus que je suis ingénieur de formation. Il y a des domaines dans lesquels nous n'avons pas besoin d'aide ni d'assistance, qu'elle soit technique, qu'elle soit financière. Les moyens existent. Par exemple. Mais dans le BTP, dans les travaux publics... ça vous échappe complètement. Mais je ne comprends pas. Moi, je suis sorti de l'école des travaux publics en 1973. Mon projet d'examen de sortie, c'était un projet de route et de calcul de pont. En 73 et avec le niveau du DUT. Il y en a que pour ça au Sénégal. Mais c'est le basique. C'est le basique. Les entreprises sénégalaises qui peuvent vous faire des routes, des autoroutes, des trucs, des ponts, des trucs, mais il y en a des masses. C'est le béaba. D'autant plus que maintenant, pratiquement la quasi-totalité des calculs de structure, c'est fait par des ordinateurs. Est-ce que le problème, ce n'est pas finalement le mode de financement? Pas vraiment. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Quoi qu'on puisse dire, il y a une partie de nos ressources qui proviennent de nos impôts. C'est clair. Qu'on nous les retourne au plan communautaire ou au plan national. On ne peut pas payer des impôts
et qu'on prenne ces impôts pour les donner à des sociétés étrangères sous forme de travaux. Si on nous donnait simplement la quote-part du budget de l'État qui provient de notre économie interne, eh bien les entreprises, d'autant plus que les lois communautaires le permettent. Au niveau de la commande publique, il y a une partie qui doit être même 15% plus chère donnée aux nationaux. Ce qui se passe dans la pratique. Dans la réalité. Dans la réalité. Qu'en est-il, oui? Dans la réalité, il y a plusieurs cas. Il y a d'abord le choix des entrepreneurs. Oui. Certains n'ont pas la capacité technique et financière, mais ont le réseau. On leur donne des travaux sous-facturés en général, qui ne s'achèvent jamais, et cela déteint sur l'appréciation que le Sénégalais n'est pas sérieux. Mais on a des entreprises de BTP de qualité. De qualité. Moi, je n'ai rien contre ceux qui l'ont, mais il y a des choses qui ne se justifient pas. D'autant plus que, M. Gueye, oui, faites le tour à Dakar. Quand vous voyez l'argent qui est investi dans le bâtiment, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. L'argent existe réellement. Les capacités financières donc existent. Les capacités techniques existent. Les entreprises sérieuses existent. La volonté de faire en sorte que cette préférence nationale est définie par des lois. Il suffit simplement d'appliquer les lois. Si on applique les lois, le problème est résolu. Mais est-ce que vous vous êtes rapproché, par exemple, de ceux qui attribuent les marchés, par exemple, dans le cadre de la RMP, par exemple? Est-ce que vous compétissez? Et qu'est-ce qu'on vous donne comme réponse, finalement? Mais la RMP est par essence, je veux dire, un arbitre. Oui. Ce qui se passe, c'est que le principe de la RMP, si je comprends le fonctionnement, c'est d'abord une sorte de parité tripartite. C'est-à-dire que l'État, le privé, la société civile. Dès l'instant que l'État met plus de membres que le privé et la société civile, l'État applique ce qu'il veut dans ces sociétés. Et c'est là où, justement, on voudrait quand même que M. le Président de la République sache que nous travaillons tous ensemble pour un même objectif. Oui. Et que les entreprises, qu'elles soient nationales ou en tout cas régulièrement domiciliées chez nous, ce sont ces entreprises qui sont le bras armé pour appliquer la politique de l'État pour faire de la croissance. Est-ce que vous êtes suffisamment balèze? Quand je dis que vous êtes suffisamment balèze en termes justement de finances, est-ce que vous êtes suffisamment costaud pour répondre à ces appels? Parce que c'est de grands travaux quand même. Oui et non. Par exemple, pour le stade de Maître Abdoulaye Wade. Mais le stade Maître Abdoulaye Wade, oui. M. Gueye, oui. d'abord, oui. les projets de cette envergure, oui. normalement au niveau de l'étude du projet, il devrait y avoir au minimum 1 ou 2 architectes sénégalais. Au niveau du contrôle technique, la même chose. Au niveau de la maîtrise d'œuvre, la même chose. Au niveau de l'exécution des travaux, la même chose. Mais la question, elle est toute simple. Si nous ne permettons pas à nos entreprises de se faire la main sur de grands projets, on est indépendant depuis 62 ans, on ne pourra jamais faire de grands projets. Un stade donné à un étranger, ça doit être suffisant pour qu'on ne donne plus jamais de stade à des étrangers. Mais pourvu que quand même, qu'on associe les Sénégalais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est généralement de la sous-traitance. C'est cela dont on ne veut pas. Et c'est cela qui fait qu'en réalité, les retombées de ces gros investissements qui sont faits par de l'endettement, par le budget national, l'État n'en trouve pas un retour interne capable de faire bénéficier à l'ensemble de la population. Ce qu'on appelle en économie un ruissellement de ces trucs-là. Tous ces bénéfices-là sortent du pays. Donc, je ne comprends pas que l'on puisse continuer à ne pas, dans les grands projets, mais faire de la co-traitance. C'est-à-dire que c'est le Sénégalais qui cherche son partenaire étranger pour exécuter ensemble. Le transfert de technologie ne peut se faire que de cette manière. Alors, oui, donc vous êtes en phase avec l'économiste Moustapha Kassé qui dit que
80% de notre économie est entre les mains d'étrangers. Mais il est peut-être gentil, moi je dirais plus. Ah oui? Oui, c'est la réalité. C'est-à-dire que... Vous êtes aussi affecté? Mais aussi affecté. Et quand on le voit, quand on regarde le nombre d'entreprises qui sont fermées, qui n'ont plus de travail, des gens bien formés avec des ressources publiques, qui sont obligés de n'avoir plus de travail. Et j'en connais parce que je vous dis, je suis de cette formation-là. Oui. On ne les compte pas dans les bouts des doigts. Et c'est des gens qui sont compétents. Ce qui se passe, c'est vraiment un manque de démocratie globale dans l'attribution de ces travaux. Okay. Mais il faut que l'on revienne si on veut que le pays s'en sorte, et c'est obligé actuellement, parce qu'on ne peut pas mettre autant d'argent dans le financement des infrastructures, et surtout national, et nous retrouver à n'avoir pas d'entreprise de qualité. L'autre jour, j'ai dans une réunion écouté un entrepreneur sénégalais nous dire, mais je n'arrive plus à gagner des marchés à cause de telle société de nationalité étrangère et telle autre. Et je suis obligé de m'exporter dans la sous-région pour essayer de travailler. Ce qui est possible au Sénégal ne l'est pas au Maroc. Mais bien sûr. Du tout. Aucun d'entre vous ne peut gagner un marché au Maroc. Mais bien sûr. Ou même ailleurs. Hein? Oui, comment vous l'expliquez, vous? Ah, mais c'est une décision politique qu'on ne comprend pas. Le Maroc est un grand pays, c'est un pays que j'aime bien. Mais quand on vient au niveau de Dakar, donner comment on appelle encore, le garage pompier pour faire des immeubles, quand même, nous sommes quand même des bras cassés, mais on sait faire des maisons. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Adama Lam est ingénieur en génie civil, mais il est ici parce qu'il est le président de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Oui, vous évoluez effectivement dans un secteur, c'est celui de la pêche. Absolument. Oui, quelle est la situation? La pêche artisanale, une grosse problématique, M. Lam. Merci beaucoup. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est là où, effectivement, j'ai fait beaucoup d'années dans ma carrière professionnelle parce que j'ai fait pratiquement près de 27 ans dans le secteur de la pêche. Oui. Et ce qui se passe m'attriste profondément. L'immigration clandestine est une conséquence de nos mers qui sont vides. Et même si vous n'êtes pas pêcheur, quelque chose qui est simple, ceux qui conduisent les bateaux sont des capitaines d'armement. Ils savent aller en mer, ils peuvent s'orienter en mer, ils connaissent les chemins. Si ces gens retrouvaient dans leur métier de base de quoi vivre décemment, ils ne s'aventureraient pas à être des passeurs de clandestins. Donc le problème, il est là. Et je rappelle aussi que la pêche artisanale fait 90% des mises à terre dans notre pays. Oui. L'industrie ne fait que 10% des mises à terre. Je rappelle aussi que la pêche est avant tout une activité socio-économique et culturelle. Ah oui. Le pêcheur artisan ne vit plus. Les difficultés sont telles qu'elle ne peut plus trouver sa subsistance quotidienne. C'est dramatique. Hein? C'est dramatique. Et cela l'est d'autant que nous avons actuellement une crise accentuée par l'Ukraine dans ce domaine. Oui. Donc on a attribué dans la pêche, d'une manière générale, des licences qui n'auraient pas dû être attribuées. Il y a beaucoup de licences attribuées. Beaucoup de licences qui ont été attribuées. Oui. Et le basique de l'attribution des licences, c'est qu'il faut que la ressource soit disponible. Donc, elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Tous les stocks sont pratiquement surexploités. Ah oui. Vous regardez la map du centre de recherche océanographique de Thiaroye. Oui. L'alerte est lancée. Depuis des années. Depuis des années. Mais qu'en est-il du repos biologique dont on parle? Est-ce que c'est une bonne solution? Le repos biologique, ce n'est pas une panacée. C'est un complément de mesure. Je signale simplement que c'est nous, les industriels, qui avons suggéré à l'État d'en faire une mesure complémentaire. La véritable problématique pour gérer une bonne ressource, c'est gérer l'effort de pêche. C'est-à-dire le nombre de bateaux
qu'il s'agisse de bateaux industriels ou de pirogues. On ne peut pas comprendre qu'on ait gelé l'octroi de licences à des industriels, que la pêche artisanale elle-même a accepté qu'il y ait un recensement et qu'on ne donne plus de nouvelles pirogues, et qu'on trouve la latitude de donner des licences à des bateaux qui viennent pêcher ce que pêchent nos artisans. Il n'y a pas de conditionnalité? Mais il n'y a aucune condition. C'est-à-dire que la conditionnalité de ce bas, c'est respecter la loi. C'est clair. C'est la loi. Je vous dis, si on respecte les lois, elles sont bien faites ou elles sont mal faites, ce n'est pas le problème de celui qui les fait appliquer. Mais dans cette situation-là, depuis le départ, la loi a été bafouée. On a donné des licences sur des segments de pêche qui n'existaient pas, ni dans la loi, ni dans le côté pêche. Et on l'a fait sciemment, et en nous disant que c'est des erreurs. Mais on se remettra de cette situation-là au moins pendant 5 à 10 ans. Ah oui? Ah oui. À ce Vous point? savez, mais la mer ne peut pas se reconstituer comme une plante, etc. C'est un écosystème. C'est un écosystème. Quand vous arrivez à perturber justement les bases de cet écosystème-là, vous voyez que les phénomènes de reconstruction sont très lents. Nous l'avons vécu une première fois avec Sénégal 92, où les socialistes qui étaient là avaient introduit des bateaux russes en quantité non négligeable. On a fait 10 ans pour nous remettre de cette situation-là. Et ce qui se passe là, nous qui avons des bateaux et qui allons en mer, nous voyons d'abord que les captures ont baissé de manière importante. Le surplus de pêche que la pêche artisanale nous apportait dans nos usines pour la transformer, elle n'existe pratiquement plus. Les femmes transformatrices qui faisaient l'équilibre justement au niveau des ménages de toute cette côte n'ont plus de produits. Et tout cela, on nous dit que c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est nous qui devons ensemble trouver des solutions. Et vraiment, j'en profite pour demander à M. le ministre des Pêches, à M. le Président de la République de prendre ce problème à bras le corps. Ce qui se passe est grave. On ne peut pas continuer dans cet état de crise avec un litre de gasoil. Nous, le litre de gasoil pêche industrielle était dans les 300, 350 et on se plaignait. Actuellement, à la date d'aujourd'hui, le litre de gasoil pêche est de 560 francs CFA. Mais c'est que ce sont les contre-coups déjà de la crise ukrainienne déjà? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est les contre-coups de la crise ukrainienne. Pour en revenir, quand vous additionnez Covid, Mali, crise ukrainienne, perturbation de l'achat des matières premières, il y a des pays qui ont pris la décision de ne plus autoriser des exportations sur certains produits. Il y a des sociétés sénégalaises qui n'ont plus de matières premières. C'est la réalité. Il y a d'autres qui ne peuvent pas payer. L'incidence, tous ceux qui achetaient avec des produits partiellement ou totalement en Russie, ils vont payer avec quoi? Les banques ne veulent plus prendre le risque d'injecter du dollar pour se faire taper dessus. Il y a aussi le fait que cette inflation-là a amené les prix à des niveaux insoupçonnés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hausse à 15 ou 20%. C'est des 30, 40, 50 et certaines matières premières, c'est multiplié par 3. Alors, l'État fait de son mieux, il faut le reconnaître, pour subventionner les produits de base. Mais jusqu'à quand? Mais justement, on parle en économie de la soutenabilité de ces mesures. Nous savons que l'État ne peut pas aller sur du moyen terme, je veux dire sur du court terme même, dans cette mesure-là. Et quelle est l'alternative aujourd'hui? Mais l'alternative d'abord, c'est se parler. Il faut que l'on puisse trouver de manière tout à fait objective quelles sont les ampleurs de problèmes que nous avons dans différentes filières. Les recenser. Je pense aussi que fondamentalement, la solution, en tout cas à caractère financier, se trouve dans la mobilisation de l'épargne des nations.
je le répète partout où je passe. Je dis simplement, nous sommes 16 millions de Sénégalais. Notre État a besoin d'être accompagné. Si sur 1 million de Sénégalais, si nous mettons chacun 1 million, ça fait 1000 milliards. La solution ne peut pas être une solution d'endettement. L'État a un plafond d'endettement qu'il ne peut pas dépasser. L'État ne peut pas continuer à subventionner le sucre, le lait, la farine, le riz, le pétrole. C'est pas possible. Il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on arrive à en tout cas un allègement de la charge de l'État. Mais cela suppose aussi que l'État prenne le bon chemin. D'abord, alléger son train de vie pour montrer l'exemple aux populations. Et cela, c'est possible. L'État peut le faire. Il faudrait aussi que nous comprenions que un pays, c'est pas simplement avoir sa carte d'identité, c'est être citoyen. Être citoyen, c'est être le bon citoyen, c'est le patriote. Quand un pays a des difficultés, il faut qu'on puisse s'asseoir et trouver des solutions en interne. Et les solutions, c'est nous qui sont supposés être les détenteurs de la richesse. Si un pays fonctionne normalement, ceux qui détiennent la richesse, c'est ceux qui ont des entreprises, ou en tout cas des affaires. Mais est-ce que vous, par exemple, dans les voyages du président, du chef de l'État, est-ce que souvent vous y êtes associé, invité? Moi, je suis là depuis 1 an, je n'ai pas rencontré M. le Président de la République. Et pourtant, j'ai essayé de déposer de manière tout à fait normale des courriers pour demander à être reçu et poser les problèmes qui se posent dans notre centrale. C'est vrai aussi que le calendrier a été chargé. Il y a la Covid, il y a la présidence de l'Union africaine, le Mali. Je ne désespère pas. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est au plan global qu'il faut trouver des solutions. Monsieur Guy, moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'il faudrait que ça soit au niveau de la présidence de la République ou d'autres structures. Il y a 2 choses qu'il faut faire. Ce qui nous handicape le plus depuis 1 an ou plus, c'est l'absence de coordination gouvernementale efficace. Vous militerez pour le retour d'un Premier ministre? Absolument. Même à défaut, cette situation que nous vivons, on pouvait quand même la corriger par un secrétaire d'État à la présidence de la République, je ne suis pas politicien, qui peut nous coordonner l'action gouvernementale. Quand vous avez un problème transversal entre 3 ministères, vous êtes perdu. C'est clair. À qui vous adressez? Monsieur le Président de la République, vu les charges qu'il a, ne peut pas s'occuper du détail de certaines choses qui sont vitales. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait, de mon point de vue, que dans cette concertation-là, que l'on relance un deuxième plan de résilience et de restructuration qui s'appuie sur le privé principal. Et c'est la seule source de ressources qu'on peut essayer de mobiliser pour soulager notre État. L'endettement, il ne faut plus y croire. L'aide, elle va se tarir. On le voit d'abord au niveau des ONG. La plupart n'arrivent plus à collecter de l'argent. Pourtant, c'est du social. Donc, ceux qui donnaient ont d'autres priorités. Donc, encore une fois, la préférence nationale est une obligation. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut qu'on passe par nous. Il faut que nos compatriotes aussi se réagissent. Et très rapidement, un coup d'œil sur les choix économiques du chef de l'État à travers son PSE, où vous militerez, comme le disait Mamadou Lamine Diallo, le patriotisme économique de Mamadou Lamine Diallo, entre 2 choix, lequel choisirez-vous? Mais le choix du chef de l'État au niveau du PSE, mais la base, comme je vous ai dit, c'est l'entreprise nationale. Mais l'entreprise nationale, mais dans la réalité, c'est ce que nous ne voyons pas. La chaîne de valeur au niveau industriel, tout cela n'est pas constatable. C'est pas... même les secteurs qui étaient avec des chaînes de valeur intégrées comme la pêche, on est en train de les déstructurer. Ensuite, mais le pays, c'est pas que Dakar. Il faut qu'on comprenne cela. L'État l'a compris au point de faire des agropoles, au point d'autres centres, nord, sud.
Mais il faudrait que ces agropoles-là, que le privé se l'approprie. Ce n'est pas en créant de l'agropole, mettant une agence, un fonctionnaire qu'on règle le problème. On l'a vu avec ce qui s'est passé. Il faut que certaines activités reviennent au privé national et de manière naturelle. Et l'État a les moyens de contrôler, de voir ce qu'il fait comme infrastructure de base pour se développer. Est-ce que cela profite bien à la mise en place d'un tissu industriel? L'industrie est une activité transversale dans un pays. Quand l'industrie marche, le commerce marche. Est-ce que c'est le talon d'Achille des choix économiques? C'est la faiblesse principale. Sall, oui. Vraiment, avec tout le respect, quand vous entendez, quand vous écoutez Monsieur le Président de la République, vous êtes tellement séduit par le discours de ce qui est dit, de par la cohérence, la pertinence, le fait de toucher du doigt les vrais problèmes. Mais quand on voit dans l'application, je me pose des questions. Oui. Et c'est là où, justement, je voudrais qu'on se remobilise tous ensemble pour arrêter pour faire des choses concrètes. Que les projets, qu'on les mette sur la table et qu'on avance. Je sais qu'il y a des embryons de projets qui sont faits dans la pharmacie avec le boss. Un de mes présidents de fédération m'a dit qu'ils sont en train d'identifier à peu près 25 projets pour plus de 300 milliards de francs CFA. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de mobiliser l'épargne nationale et de le réinvestir dans le pays. Que l'État suive ou que l'État ne suive pas, qu'il donne les directives et qu'il accompagne ces projets d'autonomisation financière, parce que les temps qui sont là, personne ne viendra nous donner un coup de main. Cri de cœur d'un employeur, il est à la tête de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Notre invité est un ingénieur en génie civil, vice-président du GAEPES, un groupement qui évolue dans le secteur de la pêche. Oui, le diagnostic a été fait, les difficultés ont été identifiées, posées et interpellées à qui de droit. Oui, le mot de la fin, M. Lam. Mais c'est une note d'espoir. C'est une note d'espoir parce que je crois que la période que nous vivons actuellement a fait prendre conscience à tout le monde que, comme disent généralement les politiciens, rien ne sera plus jamais comme avant. Maintenant, nous, dans le jargon de la finance, on dit à un moment donné, c'est marge ou crève. Actuellement, on est obligé d'avancer dans le bon sens. On est obligé de faire du patriotisme économique. On est obligé de nous concentrer sur notre nation. On est obligé de travailler plus, mieux. On est obligé d'avoir une gouvernance beaucoup plus vertueuse. On est obligé d'alléger notre mode de vie. Au niveau du Sénégalais lambda, les cérémonies inutiles, le matu vu, l'absence de solidarité, toutes ces tares qui font, je veux dire, des faiblesses de notre société, il faut qu'on ait le courage de les dénoncer. Mais tout est possible dans ce pays. On a quelque chose de fondamental, c'est que nous avons une nation. Et l'autre élément que je voudrais dire, c'est que nous avons tout dans ce pays pour réussir. Quand on vous dit que ce pays a des terres arables, ce pays a 3 ou 4 fleuves, nous avons du phosphate, nous avons du gaz, nous avons du pétrole, nous avons du zircon, nous avons de la tourbe, nous avons du soleil. Mais quand même, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour nous développer? Moi, je sais pas, on est béni par Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes assis sur du diamant en tendant la main pour qu'on nous donne de l'aumône. C'est cela qu'il faut arrêter. Il faut qu'on arrête d'aller mendier alors que nous sommes riches de beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci. Adama Lam était notre invité, ingénieur en génie civil, vice-président du GAEPES, mais vous êtes et surtout le président de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Le diagnostic, 62 ans après, nous avons choisi de parler du secteur privé car
une économie sans un privé fort n'en est pas une. Encore une fois, merci. Merci, je vous remercie vraiment de l'occasion que vous me donnez. J'ai peut-être sur certains trucs parlé avec le cœur, mais c'est des choses vraiment qui m'ont motivé justement pour être pressenti par mes pairs présidents de la CNES. Je souhaite vivement que ce pays change et nous pouvons faire changer ce pays. En tout cas, merci d'avoir pris cette initiative et bonne continuation au groupe Sud, qui a été aussi un précurseur dans beaucoup de domaines. Je vous remercie sincèrement. Merci, ça se sent votre amour pour votre pays, mais surtout la passion. Merci encore une fois et tous nos encouragements. Merci. Mesdames, Messieurs, ça n'est tout. Merci de nous avoir suivis. Excellente fête de l'indépendance, tout ce lundi 4 avril 2022, 62 ans après. Au revoir, bonne fête et excellente suite de programme sur la 98.5.